Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des animaux jardiniers. Je suis avec Sylvie Laspina qui va nous présenter son projet. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Merci Corentin. Donc Sylvie Laspina, je suis belge, moi j'habite à Oufalise sur les sommets de la Belgique, dans le village d'Étailles. Alors je suis agronome de formation. J'ai toujours travaillé dans le développement de l'agriculture biologique depuis 12 ans en fait. 2 années plutôt dans l'accompagnement des producteurs et ici depuis 10 ans vraiment dans le débat citoyen. Et je suis actuellement responsable de la revue valériane des membres de Nature et Progrès. Voilà, ça c'est pour le parcours professionnel. Et puis sinon, il y a toute une aventure évidemment en dehors de boulot, hein, ce que je souhaite évidemment à tout le monde. Et j'habite donc ici depuis 10 ans à la Baraque Fréture. On a acheté donc la maison avec un terrain d'1 hectare. Et notre objectif au départ, c'était de nous réapproprier beaucoup plus notre alimentation, de vivre beaucoup plus au rythme naturel, au rythme de la nature, et alors avec une envie aussi d'expérimenter un tas de choses dans les domaines de la permaculture et dans tout ce qui est harmonie entre les plantes et les animaux qui ont d'ailleurs fait du coup l'objet du livre. Quels sont les principaux animaux que tu recommandes d'intégrer dans un jardin et pourquoi? Des animaux, il y en a plein. Il y a plein d'animaux différents. En fait, tout dépend du jardin que l'on a. Tout dépend aussi de ses affinités. Il ne faut pas prendre un animal avec qui on n'a pas plus envie que ça. Donc, dans les animaux, il y a des animaux très simples. Les plus simples, c'est les poules, par exemple. Ça prend pas beaucoup de place. Ça n'a pas besoin vraiment d'un fort grand espace. À côté d'un mouton ou d'une chèvre, où là, tout de suite, il faut des surfaces plus importantes. Et ça dépend un petit peu de ce qu'on va rechercher chez l'animal aussi. Si c'est du pâturage, entretenir des surfaces d'herbe, si c'est gérer des mauvaises herbes, si c'est enrichir le sol ou lutter contre certains ravageurs. Donc ça va être un critère de choix. Il y a plein de critères un peu en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et il y a plein d'animaux. Il y a les cochons, il y a les moutons, il y a les chèvres, il y a les bovins, hein, si on vise déjà plus grand. Il y a les canards, il y a les oies, il y a les poules, il y a toutes sortes de petites volailles aussi. Donc il y a plein de possibilités et l'idée c'est un petit peu d'un peu identifier ses besoins, un petit peu voir les besoins des animaux, essayer de trouver le bon équilibre entre tout ça. Voilà, donc un exemple, c'est les moutons Shropshire. Donc si vous avez un verger, la question souvent c'est comment est-ce que j'entretiens l'herbe en dessous. Donc nous on a installé notre verger, ce sont des arbres haute tige, il y a 8 années d'ici. Donc évidemment, quand on installe un verger, on est tout focus sur alors il faut que je choisisse les variétés, il faut que j'implante bien mes arbres, etc., que je protège des campagnols. Et puis une fois que le travail est fait, là on commence à se dire tiens, il y a l'herbe qui pousse, comment je fais? Alors, au tout début, on avait un voisin agriculteur qui venait faucher, mais il devait se slalomer entre les arbres. Donc c'était quand même assez embêtant pour lui. Et on a pensé alors aux animaux qui seraient les plus adaptés pour le pâturage. On a commencé par les oies. L'idée, en fait, c'était de trouver des animaux qui s'attaquent pas aux arbres, mais qui entretiennent bien le sol, l'herbe. Alors les oies, c'était fantastique, mais certaines limites quand même. Les oies, tout d'abord, sont des pinces à épiler. Hein, c'est magnifique quand vous les voyez. On ira les voir tout à l'heure, vraiment picorer l'herbe. Mais elles vont toujours aller choisir des herbes très jeunes. Et donc, elles vont commencer à entretenir une zone. L'herbe va commencer à monter à côté. Elles vont toujours revenir là où elles ont entretenu. Donc, si on veut que ça fonctionne avec les oies, il faut les faire tourner. Donc, il faut faire des clôtures mobiles et les déplacer, etc. Bon, ça demande quand même pas mal de réflexion. Déplacer aussi le point d'eau, déplacer peut-être aussi l'abri, etc. Et alors, il y a aussi des herbes que les oies ne vont pas manger. Tout ce qui est rumex, etc. Enfin, il y a un tas de plantes. Et à terme, on risque d'avoir ces plantes qui se développent et qui finissent par remplacer complètement la flore du verger. Et ça, c'est un peu embêtant.
Donc finalement, on s'est dit, ok, juste mettre les oies, ça ne marche pas. Et c'est là qu'on a adopté des moutons en choisissant une race qui est connue pour ne pas s'attaquer trop aux écorces. Et donc, ce sont les moutons Shropshire. On les utilise en complément avec les oies. Donc, eux aussi, les moutons, ils ont des plantes qu'ils vont pas manger. Donc, le fait de combiner deux espèces, c'est intéressant à ce niveau-là. Combiner aussi, c'est intéressant pour le parasitisme parce qu'ils n'ont pas les mêmes maladies. Donc ça permet aussi de réduire la pression parasitaire. Et alors, évidemment, il n'y a aucune solution qui est totalement miraculeuse. Donc, évidemment, les moutons, eux aussi, peuvent, à un moment donné, commencer à grignoter l'écorce s'ils ont une carence. En général, c'est le cas. Donc, la plupart des moutons ont une tendance à aller manger les écorces, mais les Shropshire ont beaucoup moins cette tendance-là, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont jamais le faire. S'ils ont une carence en éléments minéraux, ils risquent d'aller grignoter les écorces, et s'ils commencent à un moment donné, qu'ils s'imitent les uns les autres, ils risquent de recommencer, et là, ça ne marche plus. Donc, quand on travaille avec les animaux, en fait, on doit aussi très très fort observer leur comportement, et être vraiment dans la prévention et bien leur fournir tout ce qu'il faut. Donc ici, par exemple, pour les Shropshire, il faut absolument leur mettre des pierres à sel pour qu'ils n'aient pas de carence minérale, parce que c'est ça qui les encourage à manger les écorces. Et par exemple, en hiver, quand l'herbe est vraiment rase et que c'est le moment où ils ont faim quand même, qu'il manque un petit peu de nutriments, là, on ne les met pas au verger parce que de toute façon, l'herbe est courte et il n'y a pas besoin de pâturer à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout un jeu de prévention, c'est assez chouette. On combine des animaux, on observe, on essaie de trouver le système qui fonctionne le mieux en fonction de sa propre situation, des végétaux qu'on a, des conditions du milieu qu'on a. C'est assez stimulant en fait, parce que on est dans l'expérimentation, dans l'innovation tout le temps, mais évidemment, il faut être conscient des contraintes que ça peut avoir, et notamment le risque de dérapage, il est toujours présent. Ça, c'est pas miraculeux, mais c'est un beau défi. Voilà, donc les chèvres aussi, elles ont vraiment leurs utilités dans une micro-ferme. Et par exemple, les chèvres, elles sont vraiment chouettes en prairie parce qu'elles vont commencer à aller manger un tas de mauvaises herbes qui sont quand même assez embêtantes. Donc tout ce qui est rumex, chardon. Les orties, elles aiment bien aussi, mais généralement, il faut les faucher. Il faut qu'elles aient un petit peu séché pour qu'elles les consomment. Et alors, moi, elles m'aident aussi... quand j'ai des arbustes un peu trop envahissants à un endroit, je mets les chèvres et elles vont aller manger vraiment les parties qui envahissent de trop. Donc les chèvres, elles ont beaucoup d'avantages. Il faut faire très attention évidemment parce que l'aliment principal en fait d'une chèvre, c'est pas l'herbe. Les chèvres, dans leur milieu d'origine, c'est des animaux qui vont plutôt aller manger des broussailles, des arbustes, des arbres, des écorces. Et donc, évidemment, quand on a des chèvres, même si on a des bonnes clôtures, il faut quand même faire attention qu'elles sont fugueuses et qu'elles auront toujours envie d'aller manger autre chose. C'est toujours meilleur ailleurs. Voilà, donc les canards coureurs indiens, ça, ce sont vraiment les mascottes de notre micro-ferme. Ça a été une super découverte. Donc on a acheté ici la maison, le terrain il y a 10 ans. Et quand on a commencé le potager, on a été envahi de limaces, vraiment. Ça a été très compliqué à gérer. Et on a essayé toutes sortes de techniques écologiques qui fonctionnent, mais pas suffisamment par rapport au niveau d'infestation, d'épidémie qu'on pouvait avoir. Et en me documentant un petit peu sur Internet, je suis tombée sur des articles qui parlaient des canards coureurs indiens, vraiment des petits articles assez courts. Et donc, on a cherché après ces canards-là, parce que moi, j'aime bien les animaux. Je me dis, tiens, oui, les poules, on peut faire on peut rajouter des canards aussi à notre petit écosystème. Et on a dû aller chercher nos premiers canards coureurs indiens dans le nord de la France. Donc, on a dû quand même faire quelques kilomètres pour en trouver, parce qu'à l'époque, on ne les trouvait pas, c'était quand même très, très rare. On a pris 6 canards, on les a ramenés ici. On savait pas trop comment on devait les élever. Donc, voilà, on a testé, on a appris comme ça comment ils fonctionnent et comment on les élève, et aussi comment ils travaillent.
Et donc, au niveau de la gestion des limaces, ils sont super efficaces. Franchement, c'est un plaisir parce que tout le temps qu'on passe, nous, en jardinant, à aller ramasser les limaces dans un seau tous les matins, le soir, etc., à se casser le dos finalement pour aller les ramasser, ben, eux, ils le font gratuitement, ils le font toute la journée. Pas la nuit, parce que la nuit, on les rentre évidemment pour les prédateurs. Mais ils le font, ils passent toute leur journée à le faire. Ils ont pas mal au dos. En tout cas, ils ont l'air de se porter très bien. Ils s'empiffrent vraiment, littéralement, de ces limaces. Alors, les coureurs indiens, c'est omnivore, comme toutes les races de canards. Mais les autres races de canards conviennent moins pour gérer les limaces parce que, par exemple, le canard colvert, le canard de Barbarie, etc., c'est plutôt des canards herbivores, plutôt brouteurs. Donc eux, plutôt que de manger les limaces, ils vont d'abord manger les salades. Et puis s'il y a une limace qui traîne par là, peut-être bien, mais c'est pas très efficace au jardin. Les coureurs indiens, c'est une race qui est vraiment particulière parce qu'elle va d'abord préférer les limaces et les escargots. Avant de commencer à manger des végétaux, même si elle y mange aussi des pointes d'herbe, etc. Il y a aussi des risques de dérapage, attention. Donc, ces canards, ils mangent des graines. Faut faire attention aux semis. Si on fait ses propres semences, faut faire attention vraiment au moment où on a les porte-graines, plein de graines. Peut-être pas mettre les canards à ce moment-là. Et alors, ils peuvent aussi, dans certaines conditions, s'en prendre un peu aux légumes du jardin. Principalement, le moment où ça se passe, nous, quand on l'a observé, c'était des canicules, des sécheresses, des moments où simplement il n'y a pas de limaces en fait. Elles sont toutes planquées et eux, à ce moment-là, on les sent aussi plus nerveux. Ça se voit même sur ces animaux-là. On les sent plus nerveux, on sent qu'ils cherchent plus, et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent commencer à s'en prendre. Généralement, ils commencent par les salades, et les haricots, c'est vraiment les deux légumes du jardin qui sont plus sensibles, mais ça peut aller jusqu'aux feuilles de courge, ça peut aller jusqu'aux feuilles de chou aussi. Donc voilà, à ce moment-là, ça devient embêtant. Donc, il faut un petit peu jouer avec plusieurs enclos différents ou avec des protections. Donc, c'est ce que nous, on fait. Quand on est dans des situations où on sent que ça peut déconner parce que c'est canicule, c'est sécheresse, il n'y a pas de limaces, c'est pas la bonne saison, on les laisse dans un enclos, soit avec plus d'herbes et des petits fruitiers. Ça ne veut pas dire que c'est un enclos où il n'y a rien au niveau nourricier. Il peut y avoir des pommes de terre parce que ça, ils vont jamais toucher. Ça, les pommes de terre, c'est génial parce qu'ils mangent les larves de dorifores en plus. Donc ça, c'est absolument génial pour les pommes de terre. Et alors, aux périodes plus propices, on ouvre la barrière du potager. Ils connaissent très vite, hein, ils ont vite la routine, ils ont vite l'habitude. Et là, hop, ouais, petite troupe qui va aller jusqu'au potager. Donc voilà. Donc il faut un petit peu de nouveau. C'est pas une solution miracle, mais c'est une solution absolument géniale. Mais il faut de l'observation. Il faut faire attention aux débordements possibles et les éviter autant que possible, parce qu'une fois que la mauvaise habitude est prise, voilà, ça complique un petit peu la vie. Maintenant, ils sont aussi très efficaces en hiver quand on a moins de culture, parce qu'ils vont commencer à aller manger les œufs des limaces qui sont en surface dans le sol. Et donc déjà, en hiver, ils peuvent faire un travail assez génial au potager. Donc, il y a toujours vraiment moyen de les utiliser. Voilà, alors je vous présente mes oies. Donc les oies, ce sont des tondeuses. Hein. Donc vraiment, c'est intéressant parce qu'elles vont pouvoir vous entretenir des surfaces enherbées. Et on peut même carrément se dire, j'abandonne la tondeuse. Et elles broutent vraiment bien. Quand c'est très intensif comme broutage, on peut abandonner la tondeuse. Faudra faire attention à certaines plantes qui vont peut-être reproliférer, je le disais, pour le verger. Mais par contre, évidemment, leurs fientes, elles sont quand même assez fort acidifiantes. Et donc, c'est intéressant pour des surfaces d'herbe où on ne voudra pas forcément produire. Donc, on a un jardin avec des chemins, des sentiers enherbés qu'on n'a pas envie de tondre trop souvent, mais où on sait qu'on n'aura pas une flore de fou, parce que c'est un lieu de passage et qu'on a envie que ça reste assez ras. Là, les oies, c'est fantastique. Donc, pour ce genre d'usage, c'est très bien. C'est un peu bruyant. Donc, en fonction des voisins, voilà, ça fait partie des paramètres de choix. Ça fait quand même des cacas
assez volumineux pour des oiseaux et qui sentent quand même bien quand on marche dedans. Donc voilà, par exemple pour des zones un peu de loisirs où les enfants vont courir, etc. Bah ça se mettra peut-être pas très bien. Donc voilà, chaque animal a un petit peu ses particularités, ses côtés positifs, ses petits inconvénients, et en fonction des différentes zones du jardin, des usages que l'on a, etc. Bah on va choisir tel ou tel animal. Alors, il y a une chose très importante aussi avec les animaux. Quand on décide de travailler avec les animaux, il faut être prêt à s'en occuper. Et prêt à s'en occuper du premier jour jusqu'au dernier jour de leur vie, hein, parce que, bon, mine de rien, ça vit longtemps. Une oie, ça peut vivre 10-15 ans. Une chèvre, ça vit aussi 15 ans. Tous ces animaux, voilà, c'est un engagement sur le long terme. Et par exemple, une erreur qu'on fait souvent avec les oies, c'est d'imaginer qu'une oie essaie de se défendre toute seule contre les prédateurs. Par exemple, le renard, ah bah oui, bah, tu sais, une oie, c'est vrai que c'est un peu, ça souffle, ça attaque, mais en fait, ça a beaucoup de gueule, entre guillemets, désolé pour l'expression, mais en fait, c'est pas si combatif que ça. Et donc, au final, quand on laisse des oies dormir dehors, sans aucune protection, elles vont repousser le renard une fois sur deux, elles vont y arriver une fois sur deux, donc elles vont dormir de nuit dehors et puis vous aurez plus d'oies. Voilà, donc il faut vraiment, quand on adopte des animaux, les volailles, il faut les rentrer pour la nuit, partout, en ville, à la campagne, partout, il y a des renards, il y a des fouines, et c'est l'erreur la plus commune des personnes qui adoptent des animaux, que ce soit d'agrément, bêtement, ou pour travailler avec au jardin, c'est de ne pas prendre en compte vraiment ces besoins, de les protéger contre les prédateurs, d'être présent pour leur donner à boire, à manger tous les jours. C'est une contrainte, clairement. Je pense que c'est certainement le plus difficile à gérer, c'est d'accepter cette contrainte. Que si on part en vacances, il faut quelqu'un qui s'en occupe, etc., etc. Mais voilà, après, c'est des attentions, mais ils nous le rendent bien à travers tout ce qu'ils font au jardin. Voilà. Alors les poules, c'est les animaux, ça fait vraiment partie des animaux les plus faciles à élever quand on a un peu moins de place aussi. Elles ont plein d'utilités au jardin. Au potager, on les fera pas aller très souvent en fait finalement, parce que une poule ça gratte. Alors quand vous venez de semer, quand vous avez vos plantes, les gratter là-dedans c'est pas top. Par contre, pour préparer une parcelle au printemps, c'est intéressant parce que là justement elles vont commencer à désherber un peu, à travailler le sol superficiellement. Ça peut être intéressant. Là par exemple j'avais fait un tas avec du fumier, du foin avec un petit peu d'éjection des animaux. J'avais fait un tas pour l'étaler sur une parcelle, elles m'ont étalé, quoi. Voilà, ils ont été grattés dedans et elles m'ont étalé. Ça peut être pratique. Là où elles sont fort utiles, les poules, c'est plus dans les haies. Par exemple, si vous avez des noisetiers, il y a ce fameux charançon, le balanin des noisettes, qui fait des trous dans les noisettes. Et puis, voilà, vous cassez votre noisette, il n'y a plus rien dedans. Donc, c'est la larve du balanin qui va les manger et qui ressort par le trou et qui va en fait passer l'hiver et se transformer dans le sol. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les poules, elles adorent évidemment les insectes. Ça fait partie vraiment de leur alimentation de base. Et donc, elles vont gratter, elles passent tout leur temps à gratter comme ça dans le feuillage au pied des haies. Elles vont aller donc picorer tous ces insectes ravageurs qui s'y trouvent ou qui sont en surnombre. Et en même temps, elles vont aussi aller un petit peu entretenir la base de la haie. Elles vont aller aussi empêcher un petit peu la végétation de trop pousser au pied de vos arbustes et d'entrer en concurrence. Donc il y a plein d'avantages. Les poules, c'est vraiment des auxiliaires assez sympathiques. Et pour l'autonomie alimentaire, bien entendu, les œufs, éventuellement la viande pour ceux qui ont aussi le courage, l'envie, la philosophie aussi de manger des animaux, c'est aussi quelque chose qui est plutôt facile à la portée de tout le monde. En quoi l'intégration d'animaux au jardin peut-elle contribuer à la durabilité et à la résilience d'une microferme, notamment en termes d'autonomie alimentaire? Voilà, on l'a vu, les animaux, il y a une complémentarité entre les animaux et les végétaux. Ça, on l'a observé très vite, c'est une évidence. Si vous élevez des animaux dans un milieu où il n'y a pas assez de végétaux, moi je pense à malheureusement ces poules, parfois, qu'on élève dans des tout petits enclos, ça devient de la terre battue. Elles n'ont pas un brin d'herbe à picorer, ça va pas.
Bah, je suis désolée, c'est comme ça qu'on a des poules malheureuses, des poules qui ont des maladies, des problèmes de pattes, des gales, etc. Et l'inverse est vrai. Je pense aussi que dans un jardin sans animaux, c'est quand même compliqué. Ceux qui font un potager, s'ils apportent pas du fumier, c'est quand même plus difficile. Pour nourrir le sol, etc. Il y a quand même une complémentarité qui gagne vraiment à être développée. Et donc, ben voilà, j'en ai parlé un petit peu, les différentes utilités des animaux. Et alors, il y a un tout aussi, c'est l'autonomie alimentaire. Donc, l'autonomie, c'est vraiment un grand mot. Pour moi, c'est un mot-clé. L'autonomie, la résilience, et arriver à faire de son jardin, de sa micro-ferme, un écosystème qui fonctionne assez bien en cycle fermé, où les animaux nourrissent le jardin et le jardin nourrit les animaux. Et par exemple, ben voilà, on le voit tout simplement, les canards, ils mangent les limaces. Faites un bon buffet, allez-y, faites-vous plaisir. Les poules, elles grattent, elles vont manger des graines, elles vont manger des vers. Heureusement, il y a bien assez de vers. Il n'y a pas de problème, à moins d'avoir un système trop intensif, évidemment, mais ça, on le sait bien en permaculture qu'il faut pas. Et alors, vous pouvez aussi cultiver des plantes. Moi, ben, chaque année, je mets une belle parcelle de tournesol parce que j'ai plein de place, évidemment, aussi. C'est un avantage. J'adore parce que ça va nourrir les pollinisateurs. Ça va nourrir les oiseaux. J'ai des mésanges dedans, toutes folles. C'est fantastique. Et ça fait de super photos, d'ailleurs. Et puis, le tournesol aussi, je récolte les graines et je les redistribue aussi bah, aux volailles, aux chèvres aussi, en complément, en petite dose, bien sûr. Et donc, on peut aussi cultiver et nourrir ces animaux. J'aime bien aussi semer du millet dans mes tournesols, par exemple. Ça pousse en association avec le millet. C'est des petites graines, pareil. Les poules, elles raffolent de ça. C'est excellent. Et donc, on peut... voilà, quand je taille mes haies, je donne tout à mes chèvres. Les tailles de haies, pour les chèvres et les moutons, c'est un médicament. Les feuilles sont super riches en tanins, elles sont super riches en substances de défense qui leur permettent à la fois de lutter contre les parasites internes. Ça, c'est clair, c'est connu, c'est reconnu. La recherche scientifique s'y intéresse à fond. Et ça permet aussi de mieux digérer les protéines. C'est super intéressant. Fini le soja, mangez des manger. Et c'est comme ça qu'on fait la promotion des haies fourragères, par exemple, en élevage bovin. Arrêtez de vous embêter avec du soja, etc. À importer. Je sais pas si vous savez, mais on importe en Belgique l'équivalent de notre surface agricole cultivée en culture de soja. C'est incroyable. Parce qu'on a besoin de protéines pour les vaches, alors que finalement, on utiliserait les haies, on utiliserait beaucoup plus de trèfles, simples trèfles qui poussent dans les prairies, c'est des légumineux, c'est de la protéine. Enfin, les solutions, elles sont là. Et en bio, on utilise plus de trèfles. Et en bio, c'est l'inverse, on a un peu trop de protéines, alors on cultive un petit peu des céréales pour réajuster. Donc voilà, petite digression. Mais donc finalement, voilà, les plantes alimentent les animaux alimentent les plantes avec leur déjection, leur fumier, bien entendu. Et puis alors nous, on va se nourrir des plantes et on va aussi se nourrir, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, des animaux. Alors ça peut être se nourrir des œufs. On culpabilise un petit peu moins parce que bah voilà, les œufs, bah, déjà s'il n'y a pas de coque, bah vous inquiétez pas, il n'y a pas de poussin, mais il y a des œufs quand même. Bon, voilà. Pour les plus regardants. S'il y a un coq, oui, alors l'œuf est fécondé. Au bout de 21 jours de couvaison pour une poule, hein, ça peut donner un poussin, mais vous pouvez aussi manger l'œuf. Voilà, ça c'est. Et puis alors, il y a tuer un animal pour le manger, c'est plus difficile. Nous, on a mis longtemps avant de se décider à le faire, et surtout parce que c'est pas tant le principe, parce que nous on trouve ça logique de consommer des animaux, de pas forcément manger de la viande tout le temps et tous les jours et en excès, non, je crois qu'il y a un équilibre à avoir. Mais c'est vrai que c'est difficile de sacrifier un animal avec lequel on a vécu, qu'on a vu naître, qu'on a vu travailler, qui nous a aidés au jardin, avec qui on a développé de la complicité, dont on prend soin tous les jours. C'est vrai qu'il y a un lien qui se crée, que c'est pas forcément évident. C'est vraiment une étape de se dire tiens, bah, un jour, un moment, voilà, c'est le jour où c'est la fin.
nous, ce qui nous rassure, c'est que ce qui nous conforte vraiment dans notre démarche, c'est de se dire, quand on achète de la viande, c'est déléguer tout cet acte d'élever, d'abattre et de transformer la viande à d'autres personnes qui auront certainement pas toute l'attention que nous, on a à le faire. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Moi, je veux dire, si on mange de la viande, nous, c'est notre viande ou c'est la viande d'éleveurs professionnels. Pour des bovins, on n'élève pas de bovins, mais on sait comment ils travaillent, ils sont en autonomie, ils sont hyper regardants, etc. Donc ça, c'est vraiment une démarche. Maintenant, il y a aussi le comment. Se dire, bon voilà, je pars du principe, tiens, je vais manger mes poulets, donc je fais naître mes poulets, je sais depuis qu'ils sont nés que un jour je les mangerai. Je les laisse vivre le plus longtemps possible. Nous, c'est ce qu'on fait. On mange des coqs, on mange pas de poulet, en fait. Ils sont déjà bien grands et vaccinés, entre guillemets. Quand on décide, ils ont vécu une vie, ils ont eu le temps de profiter. Et puis, à le moment de, voilà, si on est arrivé à se préparer à le faire, comment faire ça? C'est clair, c'est pas connu du tout comme sujet. On trouve très peu d'informations. Nous, avant d'abattre nos premiers poulets, on s'est renseigné. On a regardé des vidéos de YouTube. C'était horrible. Ils font des trucs pas, c'est des choses pas légales, donc regardez pas YouTube, sauf la chaîne ici, parce qu'ici c'est une chaîne sérieuse. Mais sérieusement, c'était fou. Il y en a qui passent des ciseaux dans le bec et qui coupent. C'est incroyable, quoi. C'est absolument horrible. Donc nous, on a, en se renseignant et on a essayé des techniques pour faire ça vraiment, 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 vraiment proprement, c'est-à-dire un étourdissement. L'animal, voilà, c'est rapide, il souffre pas, c'est bien fait. Et ça fait prendre conscience pour ceux qui arrivent à le faire, parce que je dis pas que tout le monde doit le faire, ça c'est vraiment un truc, on doit faire en fonction de ce qu'on sent ou pas. Et c'est vraiment à chacun à faire son chemin. Mais il y a vraiment moyen de faire ça très, très, très bien. Et se réapproprier ça, c'est avoir une juste valeur de la viande. On ne laissera jamais de la viande dans son assiette à partir du moment où on sait le sacrifice que c'est, à partir du moment où on voit l'animal, où on se dit, voilà, il y a un sacrifice, il a laissé sa vie pour qu'on puisse manger. C'est dans l'ordre des choses de la nature, mais on ne va pas gaspiller. Et par exemple, on a mis beaucoup de temps pour abattre un mouton, c'était un bélier qui me chargeait. Ça a été très, 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 très long. On a eu des mois. D'abord, on l'a castré. Ça n'a pas aidé. Le comportement n'a pas changé. On a vraiment tout essayé, mais c'était vraiment devenu un danger vraiment très, très important. Et un jour, on s'est décidé à dire, on va le manger parce que déplacer le problème, aller l'amener ailleurs, c'était pas une solution. On l'a abattu comme il fallait. Voilà, on s'est équipé avec un percuteur pour qui soit qui soit inconscient. On a fait ça nous-mêmes. C'est totalement fou, mais on l'a fait vraiment en pleine conscience. Et par exemple, on a tanné la peau. Voilà, la peau, c'est pas non, on voulait pas se résoudre à aller jeter la peau dans les bois. On peut pas faire ça, mais bon, je veux dire, à un moment, voilà. Est-ce qu'on se serait débarrassé? Non, on voulait pas s'en débarrasser. Et on a récupéré la peau, on l'a tannée. C'est un boulot, ça prend pas mal de temps. Faut mettre des produits pour la conservation, et puis il faut la gratter pour qu'elle reste souple, etc. Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est nouveau, c'est de la pleine conscience, c'est un retour par rapport à l'animal, c'est le valoriser à fond, en fait. Il est pas mort pour rien, on en a fait le plus qu'on pouvait. Et cette peau, on l'a et on est content. On pense aux moutons quand on... Voilà. Ça fait partie, je trouve, peut-être un peu du sujet, mais ça fait partie un peu de cette autonomie alimentaire, de toutes ces questions qu'on se pose. Alors, manger une carotte, manger un brocoli, manger un chou-fleur, on se pose moins de questions parce que on pense pas aujourd'hui que ce sont des animaux sentients qui vont faire « Aïe, mais t'as enlevé ma tête de brocoli !» Non, voilà. On ne pense pas, on ne sait pas, parce qu'en fait, on en découvre tous les jours plus, mais en tout cas, ça crie pas, ça a pas l'air de souffrir. Et puis, faut quand même bien manger. Mais les animaux, c'est vrai, ça pose beaucoup plus de questions, parce qu'ils sont fort proches de nous, ils ont des comportements, on s'y reconnaît, c'est un peu des miroirs, et c'est vrai que ça pose énormément de questions, et je trouve ça intéressant d'y réfléchir, et vraiment que chacun prenne son chemin, parce que je suis pas sûre qu'il y ait un juste chemin, mais réfléchir à ces questions-là, c'est vraiment important. Voilà, bon courage dans votre réflexion.
On vient de faire le tour de ta micro-ferme Renaissance. Merci beaucoup à toi pour toutes les informations que tu as fournies. On peut voir que la symbiose entre les végétaux et les animaux est une symbiose quasiment parfaite, si c'est bien géré, bien sûr. Donc là, je vous encourage vraiment à bien vous renseigner avant d'accueillir des animaux chez vous, et du coup, les apports qu'ils peuvent apporter à vos cultures, etc., ou au jardin. Sylvie a aussi écrit différents livres. Peux-tu les présenter, s'il te plaît? Oui, bah merci beaucoup, avec plaisir. Voilà, bon, moi je ne me destinais pas vraiment à écrire des livres, c'est un petit peu arrivé par hasard, et notamment avec l'accueil des canards coureurs indiens, ça a été une découverte. On a été un peu des pionniers, je pense qu'on a été parmi les premiers à vraiment tester ça. Et tout de suite, il y a plein de gens qui ont demandé des canards, donc voilà, on a élevé, maintenant on ne le fait plus, mais on a élevé des canetons pour pouvoir le fournir aux permaculteurs, et on nous demandait plein d'infos, et c'était super nécessaire de donner des infos sur comment on les élève, est-ce qu'ils ont besoin d'une marque, est-ce que ça mange, comment on les abrite, etc. Et donc, c'est comme ça que l'idée d'écrire quelque chose, puisqu'il n'y avait rien qui existait sur le sujet, est arrivée. Et donc, j'ai écrit un livre que j'ai proposé à Terre Vivante et qui a vraiment accueilli très, très favorablement le projet. Donc ça, c'est voilà, ça c'est vraiment le livre sur le canard coureur indien qui est rédigé avec toutes les photos ici qui sont prises dans la micro-ferme des années avec les canards. Alors en parallèle à ça, on a un éditeur. Donc je m'étais adressée à plusieurs éditeurs pour publier ce livre-là. Et il y a un éditeur, Ulmer, qui m'avait répondu, qui avait dit oui, on est intéressé, mais les canards coureurs indiens, c'est quand même très précis. On aimerait que vous parliez de la gestion écologique des limaces et des escargots. Et donc finalement, c'est vrai que j'avais fait beaucoup de recherches sur ce sujet-là, un peu de toutes les techniques écologiques qu'on peut utiliser. Et donc j'ai aussi écrit un livre dans lequel je décris ça. Et par exemple, une technique assez, pour donner une idée comme ça, technique assez intéressante, c'est la vaccination des plants. Quand on a des jeunes plants de potiron, par exemple, qu'on s'apprête à aller repiquer dehors, c'est intéressant de pouvoir découper légèrement le bout des feuilles pour imiter une attaque de limaces. Et en fait, c'est intéressant parce que la plante va réagir et va se préparer à résister aux herbivores et donc accumuler toute une série de substances de défense qui vont la protéger. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on a expérimentées. Comme pour les animaux, il n'y a pas une solution miracle qui va permettre d'être infaillible à tout, mais en accumulant comme ça toute une série de petites choses, on finit par beaucoup mieux gérer les ravageurs. Alors j'ai aussi, voilà, une fois qu'on commence à écrire, on n'arrête plus. J'ai écrit un chouette livre sur les relations entre les fleurs et les pollinisateurs, vraiment très très gai, qui permet en fait de regarder d'une autre manière les végétaux, les fleurs, et de comprendre comment elles attirent les pollinisateurs, comment les pollinisateurs les fécondent, et un petit peu toute la relation qu'il y a là-dedans. Et alors, pour revenir à la micro-ferme, j'ai écrit aussi un livre à la demande de Terre Vivante sur élever des cochons, puisque voilà, on a utilisé, ah là là, l'exploitation. On a utilisé des cochons dans notre jardin pour gérer, voilà, pour le sol, pour lutter contre les campagnols qui avaient vraiment envahi le potager. Et donc voilà, comme on a fait cette expérience, Terre Vivante m'a demandé d'écrire un ouvrage sur le sujet. Et enfin, l'ouvrage fantastique qui résume 10 années d'expérience ici. Fantastique, je suis pas modeste. Mais c'est vraiment l'ouvrage qui me tient à cœur parce qu'en fait, il résume toutes les expériences qu'on a faites ici sur les relations entre les animaux et les végétaux. Moi, les animaux, c'est ma passion, je les adore parce que c'est riche, ils ont un comportement vraiment incroyable quand on apprend à les connaître. Et alors, c'est hyper intéressant parce que quand on travaille dans son jardin et qu'on s'esquinte à faire un tas de choses difficiles physiquement, gérer les mauvaises herbes, travailler le sol, on se retrouve envahi de limaces, on se retrouve envahi de balanins qui mangent toutes les noisettes, on se retrouve avec un tas de problèmes. Et ces problèmes, finalement, c'est gai parce que les animaux, ils prennent un plaisir fou à vous aider parce que finalement, ça les nourrit, c'est leur comportement, etc. Et tester tout ça parce que là aussi, il n'y avait pas beaucoup d'informations, il n'y avait pas beaucoup d'expérience. Nous, on a testé un tas de choses et de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre de personnes, c'est génial parce que c'est écologique,
pas de pesticides, ça respecte l'environnement, ça respecte le sol, ça respecte les animaux. Il y a que du vivant et c'est ça qui nous parle. Et donc voilà, c'est pour ceux qui ont envie d'inviter des animaux dans leur projet, dans leur micro-ferme, dans leur petit jardin, ça doit pas être grand, ben c'est vraiment un ouvrage qui va vous aider à choisir, à comprendre quels animaux peuvent vous aider à choisir en fonction de leurs besoins, de vos affinités, etc. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai qu'on sépare souvent les végétaux et les animaux, alors qu'on peut vraiment créer des belles symbioses entre les deux. C'est pour ça que je recommande vraiment les livres de Sylvie pour avoir accès à toutes ces informations-là. On mettra les liens en bas de la vidéo vers les livres de Sylvie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes. Salut permapotes.